Maintenant, on a vraiment une multitude de nouvelles ambiances, nouvelles atmosphères. Tout ce qu'on attendait du café jusqu'à aujourd'hui dans son histoire, dans son storytelling, dans un coffee shop, bien on commence à l'avoir aussi avec le thé. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Bienvenue à tous pour cette conférence thé et café de spécialité, le parallèle entre ces deux univers. Alors merci beaucoup au Collectif Café, au Paris Coffee Show et à Marie-Hélène Kennedy pour l'organisation de ce super espace de conférence avec toujours des invités de très grande qualité. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'animer cette conférence. Donc je m'appelle Sharon Cabioche, je suis barista, mixologue, championne de France de Coffee in Good Spirit, donc cocktail à base de café et d'alcool, et aussi formatrice café et sur une partie un module thé et mixologie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter nos invités sans plus tarder. Avant ça, pour illustrer du coup nos propos, parce qu'aujourd'hui on va parler thé et café de spécialité, si vous voulez, vous avez ici à disposition sur les chaises hautes du thé. Donc c'est Lydia Gauthier qui a préparé un cold brew de son thé, un gyokuru, c'est ça? Kukicha du Japon avec de lemongrass et gingembre. C'est bien ça? Parfait. Donc je vous invite à vous lever et à déguster ce thé qui a été infusé avec de l'eau BWT. Donc c'est un système de filtration d'eau. Vous avez Antoine ici qui représente la marque. Après, je vais présenter plus en détail nos intervenants. Et juste ici, nous avons un très beau café de la région de Guji, en Éthiopie, en process lavé, qui a été préparé par Laure de Velco. Et je vous invite aussi également à aller le déguster. Vous pouvez vous servir, donc vous lever, et ça illustrera aussi les propos de nos intervenants aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être là. Présent, vous aussi, d'être ici. L'idée de cette conférence, c'est vraiment de faire le parallèle entre le thé de spécialité, parce qu'on entend beaucoup parler ici du café, c'est normal, c'est notre cœur de métier, mais aussi d'autres produits qu'on peut retrouver dans un coffee shop. Donc notamment, on entend beaucoup l'engouement avec le chocolat, et maintenant le thé de plus en plus. Donc on est là pour discuter thé, café de spécialité. Donc pendant que vous êtes en train de vous servir le thé et le café, je vais vous présenter nos intervenants. Donc Lydia Gauthier, donc elle est agronome de formation. Elle travaille dans le secteur du thé depuis 1995, donc elle s'y connaît un max. Elle conseille de grandes maisons de luxe, de l'hôtellerie et de la restauration pour la construction de l'organe de thé. Elle accompagne notamment en tant qu'experte Café Richard, vous les connaissez, ils font du café aussi, ils ont une sélection de thé et Lydia Gauthier s'occupe de sélectionner leur thé. Elle travaille en collaboration avec des producteurs de thé dans le monde entier, structuration des filières, l'amélioration des profils organoleptiques, donc certaines IGC Lonti, le Sri Lanka, projet Fierté en France. Donc aussi en France, nous avons des productions de thé en France, pour ceux qui ne le savaient pas. Beaucoup de choses, elle source et conduit une veille sur les crus de thé et les plantes à infuser, donc que ce soit les feuilles, les baies, les graines. Voilà, d'autres produits dérivés. Elle est fondatrice de la marque éponyme, donc Lydia Gauthier. Elle a sa propre marque, thé et tisane. Voilà, vous êtes en train de goûter, beaucoup d'engouement. Elle source en direct. Elle est auteure aussi de plusieurs livres. Elle les a montrés ici. Comme ça, si vous voulez après venir feuilleter, n'hésitez pas. Le thé, les arômes et saveurs du monde. Thé aimé, portrait de thé, tea tail party, donc des cocktails à base de thé. Est-ce que tu as avec et sans alcool? Voilà. Parfait, avec et sans alcool, les livres de Lydia Gauthier. Et maintenant, Laure Jubert. Donc Laure Jubert, elle est passionnée de café spécialité depuis 12 ans. Pareil, ça fait très longtemps. Elle a eu une belle expérience en tant que barista au Canada, donc à l'international, en France. Elle a travaillé aussi au Japon. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des coffee shops et des torréfacteurs pour valoriser leur savoir-faire et le café. Donc ça fait 5 ans qu'elle est chez Belco.
qui sont sourceurs de café et de cacao de spécialité. Elle est experte barista et spécialiste de méthodes d'extraction, donc elle donne énormément de conseils. Elle est convaincue que le café s'inscrit dans un univers gastronomique plus vaste. Elle conçoit des expériences immersives pour sublimer son terroir, son expérience et le travail de chaque acteur de la filière. N'hésitez pas à goûter ce café qui fait vraiment un rappel avec tout le côté floral qu'on peut retrouver dans le thé, par exemple. Antoine, 30 ans, 6 ans dans l'univers du café chez BWT. Et ça fait 5 ans qu'il est responsable export de BWT International, donc incluant toute l'Amérique latine, plus centrale, le Moyen-Orient, l'Europe centrale, de l'Est, Asie mineure, beaucoup de voyages. On l'a eu en conférence la dernière fois, il était entre l'aéroport, le taxi, toujours en vadrouille. Et pour BWT, beaucoup d'expérience aussi, c'est vrai, en pays producteurs. Donc on va parler aussi de l'impact de l'eau en pays producteurs, que ce soit pour la production et aussi l'extraction. Et il est aujourd'hui responsable du marché café pour la France. Voilà nos intervenants. Alors, dans un premier temps, on va parler de production, sourcing, origine, ensuite de l'extraction, méthode, technique, et puis on va terminer par la dégustation, l'expérience sensorielle. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le thé de spécialité, en fait, faire un petit préambule, le thé et le café? C'est à vous. Je dirais que le thé de spécialité, c'est vrai qu'on n'a pas ce principe de notation comme vous avez dans le café, dont vous parlerez tout à l'heure. Mais on a les mêmes valeurs qui existent. Alors pourquoi on n'a pas ce scoring comme on l'a dans le café ? Je pense que c'est l'histoire du thé qui est très différente. Il faut savoir que le thé est un produit qui sort fini de la plantation. Donc il y a vraiment une expertise du producteur jusqu'au bout du produit qui va être, pour les pures origines, consommé par le consommateur. Et les grands pays producteurs de thé de spécialité sont aussi des pays consommateurs de leurs grands crus. Donc il y a des concours locaux, des concours agricoles comme on a chez nous pour le vin. Donc ça, il y en a énormément. Et puis chaque pays, donc ça touche en particulier la Chine continentale, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud. Donc chacun de ces pays a ses critères de notation et ses caractérisations pour ces thés de terroir. Après, effectivement, je dirais que si on devait définir le thé de spécialité, en général, c'est de la feuille entière, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un procédé orthodoxe dans la manière de travailler la feuille de thé dans la plantation. Et ce sont des finesses de cueillette aussi. C'est un bourgeon plus 1, 2 ou 3 feuilles suivant les couleurs de thé, parce qu'on a plusieurs couleurs de thé. N'hésite pas à nous les évoquer, nous expliquer. Donc on a le thé blanc, le thé vert, le thé bleu-vert, le thé noir et le thé sombre, qui correspondent à des degrés d'oxydation différents. Je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails techniques, mais on a toute une palette aromatique, donc qui correspond à cette palette de couleurs de thé. Et avec le même théier qui a un feuillage vert, on peut obtenir ces différentes couleurs. Donc c'est vraiment la manière dont on va transformer la feuille, et ça c'est le producteur qui maîtrise cette technique, qui va amener à ces couleurs de thé. Pour faire simple, le thé blanc, on va parler des 3 principales. Le thé blanc, c'est un thé qui est naturellement légèrement oxydé. L'oxydation, c'est ce qu'on voit à l'automne sur les feuilles. Elles changent de couleur, mais elles changent aussi de goût. Donc c'est un phénomène naturel qu'on a dans la feuille. La feuille a des oxydases, des enzymes, qui vont être responsables du changement de l'évolution et de la couleur et du goût de la feuille. Et en fait, le producteur de thé va jouer sur ça. Donc le thé blanc, on le laisse sécher naturellement. Donc il y a une légère oxydation naturelle. Le thé vert, on empêche cette oxydation. On va pour ça passer à haute température la feuille, puisque les oxydases, ces enzymes sont sensibles à la chaleur. Au-dessus de 50 degrés, elles sont détruites. Donc on va fixer la feuille. On a 2 manières de faire. Le style chinois, c'est par voie sèche, et le style japonais par voie humide, avec des étuves. Et ça donne 2 grandes sous-familles de thé vert. Comme je prends toujours cet exemple, le haricot vert que vous allez cuire à la poêle ou à la vapeur, il n'a pas du tout le même goût. Pour le thé vert, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas du tout d'oxydation. Et son opposé, c'est le thé noir, où là, on va accélérer l'oxydation pour qu'elle se passe sur toute la feuille et qu'on ait un brunissement de la feuille très subi qui se passe en l'espace de quelques heures. Donc il y a toute une préparation préalable de la feuille. Et le thé noir, en général, il va virer du vert au marron en l'espace de 48 heures. Voilà. Et ça donne du coup des profils aromatiques très différents. Le thé blanc, le thé vert, en faisant un parallèle avec le vin, on est plus dans l'univers du vin blanc au niveau de la structure tannique du corps et du profil aromatique. Et pour le thé noir, plus dans l'univers du vin rouge. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et du coup, Laure,
par rapport au café, parce que là on a le parallèle avec le vin, et toi qu'est-ce que tu pourrais dire pour faire le parallèle avec le thé et le café? Donc production, saveur aussi, comparer, parce qu'on parle d'oxydation pour le thé et on parle de fermentation aussi pour le café. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? En fait, c'est hyper intéressant de pouvoir comparer les cultures entre le thé et le café. Vous le savez tous, l'origine du café arabica, c'est l'Éthiopie. C'est un des pays où on consomme le plus en interne la graine de café, comme ce que tu disais par rapport au marché asiatique. Et la différence, c'est que le café, en effet, a un système de notation. Pour s'appeler café de spécialité, il faut avoir une note de minimum 80 sur 100. Pour avoir cette note, évidemment, il y a pas mal de mains qui vont passer pour sélectionner les meilleures cerises, pour pouvoir les processer. Donc les process, peut-être qu'on pourrait comparer ces process de séchage avec ceux du thé. On ne parle pas par couleur, mais bien par manière de sécher le grain. La première manière pour être le séchage nature, qui là consiste à la récolte de la cerise, on va la faire sécher en entier au soleil, avec la cerise autour, qui vont donner des profils plus intenses, plus fruités, plus sucrés. Une deuxième manière de sécher, ce serait le séchage lavé. Donc, si vous avez déjà dégusté le café qui est là, c'est ce type de séchage. Où là, à l'inverse, on va utiliser une dépulpeuse, retirer la pulpe en entier et le mucilage et le faire sécher en entier. Et donc là, on aura un profil plus acidulé, un peu plus vibrant. Et entre les deux, il y a une méthode qui s'appelle le honey, ou miel, parfois dit en français, où on va dépulper et ne pas trop laver pour garder le mucilage qu'il y a autour, qui est un gel sucré, comme vous pourriez avoir autour du pépin de raisin, si on devait comparer au vin. Et là, avoir un profil un peu intermédiaire entre les deux. Donc ça, c'est déjà une première comparaison qu'on pourrait faire. On a aussi beaucoup un travail sur, en effet, les terroirs dans différents pays, mais on parle beaucoup, nous, de variétés. Je crois que c'est quelque chose dont vous parlez peut-être un peu moins dans le thé. Ah, si, ça existe aussi. Tout autant. Ouais, des cultivars peut-être. Des cultivars. Ouais. Et c'est vrai qu'en général, quand on regarde sur un paquet de café de spécialité, on va regarder le pays, on va regarder la région du pays, on va regarder le process de séchage, qui va vraiment donner un type de profil, et ensuite on va aussi regarder la variété, qui elle a vraiment un profil spécifique. Quand on peut en avoir des single origin, après les mélanges se font aussi beaucoup. Et très intéressant aussi de soulever le fait que le thé est un produit fini à l'origine, alors qu'en effet le café, une fois qu'il est séché, on peut le fermenter pour le profiler encore un peu plus, de quelques heures à quelques jours, seul, en anaérobie, parfois aussi maintenant avec des ajouts de levure, etc. Ça, c'est encore un autre métier. Et quand bien même, après ça, il faut aussi le déparcher. On a une autre étape. Et après son transport, il est torréfié. Et après, il va être extrait. Donc, il y a un peu plus d'interventions humaines qui font que d'une seule graine, on va avoir vraiment plein de profils différents après en fonction des mains à travers lesquelles il est passé. Ça, pour obtenir du goût. Et justement, Antoine, je voulais te demander quel est le rôle de l'eau dans la production de café et de thé. Est-ce que tu es souvent allé en pays producteur? Quel est ton travail là-bas? Est-ce que tu penses que justement l'utilisation d'une eau filtrée pour faire certains process, on parle de process expérimentaux, qu'est-ce que toi tu penses de l'impact de l'eau, le côté process ou Alors suivant on se place dans le marché du café, là on parle de définition de qu'est-ce que le thé de spécialité, le café de spécialité. Nous, on vit également dans ces deux mondes différents, c'est-à-dire que là, c'est très intéressant de voir les parallèles entre le thé et le café. Et en fait, l'eau va être l'élément qui termine ce parallèle, puisque les réactions et les échanges entre l'eau, le thé et l'eau, le café sont exactement les mêmes, techniquement et chimiquement. Pour définir le thé et le café de spécialité, pour nous, de notre côté, c'est très simple. C'est que si on parle de café de spécialité, à l'opposé, on va parler de café de commodité. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Quand on n'est pas café de spécialité, on est café de commodité aujourd'hui. Ces marchés-là sont des marchés sur lesquels le traitement de l'eau et l'impact de l'eau, on s'y intéresse pour une seule raison, qui est la raison technique, c'est protéger les machines. Donc en fait, même historiquement, les premiers traitements de l'eau dans le marché du café étaient pour faire des économies financières sur des pièces détachées, sur du détartrage, etc. Très Donc intéressant. on va vouloir diminuer les duretés de l'eau et éliminer tout ce qui peut être malfaisant pour les composants de la machine. Donc simplement aspect technique. Aujourd'hui, si on parle de café et thé de spécialité, donc là, dans les deux éléments, on est sur une recherche de l'excellence, au-delà de la note. Et là, on s'est rendu compte au fil des années qu'on pouvait non seulement protéger les machines contre tous ces désagréments, mais également la qualité de l'eau et plus précisément la composition minérale de l'eau
pouvait améliorer la qualité de l'extraction du café et pouvait même aider à sélectionner les saveurs qu'on va plus ou moins extraire et équilibrer ou déséquilibrer les profils d'extraction. Donc en fait, typiquement, alors dans le marché du thé, on a vu que ce système de notation était pas encore ce qu'il est pour le café. Donc un café de spécialité, c'est très exactement à partir de 80 sur 100 qu'on est considéré café de spécialité. Et ici intervient le rôle de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, suivant sa composition, comment on l'a filtrée ou pas, et suivant sa composition minérale, on va pouvoir être soit un boulet pour le café, c'est-à-dire qu'on va prendre un café qui vaudrait de manière neutre un 85, soit avec une mauvaise eau, on va le faire descendre à un 83, 82, ce qui est très dommage pour tout le monde, soit on va pouvoir aider ce café à le propulser peut-être au-delà d'un 85 vers un 86, parce qu'on va révéler le plein potentiel de ce café sur de la sucrosité, du fruité, réduire un petit peu l'amertume, etc. Donc, le potentiel part toujours forcément de la matière première qu'est le café, mais l'eau vient ensuite soit aider le café à être encore meilleur et à révéler son potentiel, soit à venir vraiment altérer l'extraction du café. Et là, on perd en qualité par rapport à la valeur du produit de la matière première. Oui, exactement. Et pour le thé, c'est pareil. Et pour le thé, c'est pareil. Ouais. J'ai hésité. Le thé vraiment, aussi. Les interactions entre l'eau et le café et l'eau et le thé sont exactement les mêmes. Bah justement, là, c'était l'une des questions aussi. Quelle importance joue la composition de l'eau dans l'extraction du café, du thé? Est-elle la même pour ces deux produits? Et avant de répondre à ça, justement, j'aurais aimé que Laure, tu nous parles un peu plus de ton café et que toi, Lydia, tu nous parles un peu plus de ton thé et ensuite, du coup aussi de dire leur extraction, parce que vous, ça peut aussi vous donner des idées si vous voulez le faire à la maison pour votre coffee shop. Il y a deux méthodes d'extraction totalement différentes, donc peut-être aussi évoquer quelle machine tu as utilisé, si c'est une aéropress, filtration, espresso, c'est du filtre. Et toi, est-ce que tu as fait un cold brew, est-ce qu'une infusion chaude, une infusion froide? Donc peut-être Laure, tu peux nous parler de ton café et comment est-ce que tu l'as fait, et ensuite Lydia. Bien sûr. Du coup, comme tu l'as dit, c'est un café qui vient d'Éthiopie. Un café cher pour Belco parce que on a une agence là-bas avec des collègues. C'est la première agence qu'on a eue d'abord il y a 10 ans. Ouais. Et ce qui a fait qu'on est devenu sourceur et pas simplement importateur. Du coup, c'est le process lavé. Et il vient de la région de Gouji. Mm-hmm. On l'a choisi d'ailleurs ensemble parce que son profil est censé être acidulé, floral et légèrement fruité, et qu'on voulait quelque chose qui puisse se comparer avec un thé. D'ailleurs, c'est un des atouts qu'on pourrait donner à un café et de dire « Ah, on dirait un thé, c'est aussi délicat qu'un thé. Mm-hmm. » Je ne sais pas si on dit l'inverse aussi pour le thé. C'est aussi délicieux qu'un café, robuste qu'un café, malheureusement. Voilà. Bon, dans notre sens, en tout cas, c'est une qualité. Puissant, voilà. Ou torréfié, parce qu'il y a certains oolongs de Taïwan, par exemple, qui vont être torréfiés. Donc, on va retrouver ces notes de torréfaction. On va dire, il y a ce petit goût café. En fait, ça va être la torréfaction qu'on va sentir. Oui, ou le hojicha, par exemple. Ou le hojicha, ouais, notre noisette. Des verres torréfiés. Oui, exactement. Et je l'ai extrait avec une machine automatique. Alors, je n'ai pas fait l'aéropress. Je n'ai pas fait 15 aéropress pour faire 1,2 litre de café. Je l'ai fait avec une machine automatique qui m'a une cafetière filtre avec un fond plat qui permet de préparer un volume rapidement du café tout en respectant le café. Mais en effet, il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour le café et pour le thé. La plus simple et communément utilisée, c'est la piston ou la French press, qui peut vraiment être utilisée pour les deux. Donc là, on va avoir un filtre métallique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des fournisseurs d'accessoires de café spécialisés dans le café méthode douce, donc tout sauf l'espresso, qui vont être d'origine japonaise ou chinoise, qui sont spécialisés dans l'équipement de café, mais qui vont faire des accessoires pour le thé. Parce que de plus en plus, le thé de spécialité est attendu sur les tables des coffee shops. Moi qui étais barista 5 ans, j'ai servi des cafés. Très souvent, ceux qui m'étaient demandés, c'était les thés aromatisés. Et quand c'était des thés d'origine unique, j'étais un peu tremblante parce que je lisais sur la boîte qu'il fallait mettre 70 degrés et tel temps d'infusion. Mais après, je n'y connaissais absolument rien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. Il y a vraiment plus de demandes, déjà sur la traçabilité du thé, mais aussi sur l'expérience qu'on pourra offrir autour du thé dans un coffee shop. Par exemple, on a un accessoire que j'adore dans la gamme de Belco Équipement, qui est une boule pour infuser le thé. Donc, on sort un peu de la piston classique
Ça fait toujours la même chose, ça passe à travers un filtre en métal, mais c'est en forme de boule, ça fait un peu comme une boule de Madame Irma. Et on peut vraiment voir les jolies feuilles de thé s'ouvrir. Enfin, c'est très joli. On rentre directement dans l'expérience. C'est un art, oui, c'est ça. Là, c'est expérience dégustation, expérience client, expérience sensorielle. On a le visuel qui va jouer en premier. Et après, toute l'expérience dégustation. On va utiliser tous ces sens, l'olfaction et la dégustation. Merci beaucoup, Laure. Et toi, Lydia, tu as fait comment pour réaliser ce thé ? Alors, ce thé est extrait de ma gamme, puisque comme tu l'as dit, j'ai une marque éponyme, Lydia Gauthier Thé et Tisane, donc pour l'hôtellerie-restauration, dédiée avec une boutique en ligne pour le particulier, puisqu'on avait de la demande. Vous pourrez d'ailleurs vous servir, j'ai amené des échantillons, alors c'est du sachet, mon cœur de métier, c'est plus le vrac, mais j'ai une petite gamme de sachets, donc ça, vous vous servirez à la fin de la conférence. Et puis, j'ai amené des petits marque-pages aussi pour que vous puissiez vous servir. Donc, pour ce qui est de ce thé, il s'appelle Tea Revive. Et le parti pris fort de cette marque, quand je l'ai créé, parce que je l'ai créé il y a pas longtemps dans mon parcours, ça fait 30 ans que je travaille dans le thé, et j'ai créé ma marque en 2017. Donc, je voulais justement, il faut savoir que dans le thé, plus que dans le café, on a vraiment les pures origines, en parallèle des mélanges parfumés. Les mélanges parfumés sont très présents, en particulier sur le marché français. C'est 70% de la consommation française. Les pures origines sont encore peu connues. Du coup, dans les mélanges parfumés, en général, ce sont ce qu'on appelle des thés qui sont aromatisés. On va rajouter des arômes naturels, des arômes synthétiques, des arômes nature identiques. Enfin voilà. Le thé à la vanille, par exemple, qui est un grand classique, ou même celui que j'ai préparé aujourd'hui, citron-gingembre, c'est toujours boosté avec des arômes parce que c'est très compliqué de sourcer de la bonne citronnelle, du bon gingembre, ou de mettre de la vraie vanille parce que la vanille coûte beaucoup plus cher qu'un arôme vanille. Ouais. Donc le parti pris fort, c'était de ne faire que des mélanges de thé et de plantes. Donc, le thé que vous dégustez aujourd'hui, c'est un thé vert du Japon, un kukicha, mélangé avec de la citronnelle et du gingembre et rien d'autre. Il n'y a pas d'aromatisation. Et là, je l'ai préparé comme je me doutais qu'il ferait un peu chaud sur le salon. Du coup, j'ai fait un cold brew. Donc, je l'ai préparé à température ambiante. J'ai laissé infuser 15 grammes dans 1 litre d'eau pendant 1 heure. Ensuite, j'ai filtré. Là, il est servi à température ambiante, mais après, vous pouvez le mettre au réfrigérateur et vous le conservez pendant 48 heures. Ça, c'est la meilleure manière pour faire le thé froid, maison, pour ne pas avoir ni d'astringence, ni d'amertume, et avoir un bel équilibre entre le corps et l'aromatique du thé. En particulier, les thés verts, si vous faites à chaud refroidi, vous allez cuire la feuille et ça se sent vraiment à froid que la feuille verte a été cuite. Alors que là, on a vraiment la fraîcheur et le umami, le moelleux du thé. Voilà. Ça dépend, le degré d'intensité en fait que vous recherchez. Vous pouvez faire une infusion chaude, par exemple, si vous allez travailler en cocktail derrière. Si vous voulez ce côté chaud, après vous allez le refroidir. Pour avoir une super extraction des tanins. Exactement, pour avoir plus de tanins et puisque vous allez quelque part le diluer avec d'autres composés aromatiques, d'autres éléments, on va sentir un peu moins le thé. S'il était, par exemple, une infusion comme tu l'as fait, c'est beaucoup trop délicat pour agrémenter avec d'autres éléments. Donc il y a certaines techniques qui vont être préconisées pour faire des cocktails. Je sais pas, je pense que tu dois l'avoir aussi dans ton livre cocktail, certaines utilisations. On a des règles, des grandes règles, c'est-à-dire la qualité de l'eau, donc on l'a vu, pour le coup faiblement minéralisé, faible en calcaire, surtout pour le thé. La température de l'eau, le dosage, en général on compte 15 grammes pour 1 litre d'eau, et le temps d'infusion. Okay. Et après, suivant ce qu'on veut utiliser en cuisine aussi, notamment si on veut faire des glaçages, si on veut faire des jus, si on veut utiliser en bouillon, on va pouvoir jouer sur ces 4 paramètres. Bon, en général, l'eau, il faut garder la qualité constante, mais après, on va pouvoir jouer sur la température d'extraction, le dosage et le temps d'infusion. Et ça vous permet d'extraire ce que vous voulez de la plante. Ok, tout comme le café en fait. Voilà. Grammage, recette et eau. Et du coup, Antoine, toi, tu préconises quoi? En fait, merci beaucoup, Lydia. Tu préconises quoi? Quelle importance, en fait, joue la composition de l'eau dans l'extraction du café et du thé? Est-elle la même pour ces deux produits? Est-ce que ppm, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ça marche vraiment? Alors justement, c'est très intéressant ce que vient de dire Lydia, parce que on dit que la majeure partie, enfin on dit, c'est la vérité, la majeure partie, plus de 98% en réalité d'un café, c'est de l'eau. J'ai pas les chiffres qu'on a l'habitude de communiquer sur le thé. J'imagine que c'est peut-être 99,999. Voilà, parce qu'il y a moins, il y a peut-être cette partie acide gras dans le café qu'il y a moins dans le thé. Du coup, l'eau prend encore plus de proportions là-dedans.
La question de savoir quelle est l'eau parfaite pour le café, c'est la question un petit peu éternelle de notre métier. Et c'est une question à laquelle il était pendant longtemps difficile de répondre. Il y a eu, on est toujours sur une dualité, comme on l'a dit, au niveau technique, puisque en fait, on a besoin de protéger les machines. Donc, on veut réduire la dureté pour protéger ces machines-là. Et même dans le thé, on a forcément, sans avoir une machine aussi complexe que la machine à café, on a des bouilloires, on a du matériel dans lequel l'eau va chauffer, donc on veut le protéger. En même temps, on a besoin de minéraux, puisque dans le café, l'extraction du café et du thé, tout ce qui est extraction d'arômes à travers l'eau, de la même manière que techniquement, la molécule d'eau H2O n'est pas conductrice d'électricité, contrairement à ce que parfois on peut penser, mais ce sont les minéraux dans l'eau qui sont les conducteurs d'électricité. Dans l'extraction du café et du thé, c'est la même chose. H2O ne va pas extraire grand-chose, voire même rien du tout, de vos saveurs de thé ou de café. Ce sont les minéraux qui seront responsables de l'extraction. Ensuite, à partir de là, il y a eu des recherches faites par les fondateurs de la SCA il y a quelques années, Maxwell, Colonna, toute cette équipe qui ont fait les premières recherches, et c'était très bien parce qu'il fallait que, comme toute recherche, on n'a rien, il fallait commencer quelque part. Ils nous ont indiqué en matière de ppm, donc ppm c'est la version anglo-saxonne part per million, donc en fait c'est exactement la même chose qu'un milligramme par litre. Un ppm c'est un milligramme par litre, 1 pour 1000. Un ppm, quand on en parle comme ça, c'est juste ce qu'on appelle le TDS, c'est-à-dire la quantité totale de minéraux qu'on a dans l'eau. On ne sait pas quels minéraux on a dans l'eau, mais on a une quantité minérale dans l'eau. Et à cette époque-là, il avait été dit à la communauté barista que l'eau parfaite pour le café serait autour de 110-120 ppm, si je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est une minéralité totale, mais sans savoir quels minéraux sont à l'intérieur. Aujourd'hui, les études qui ont été plus poussées sur la relation entre l'eau, les qualités d'eau, l'extraction des saveurs du thé et du café, qui ont été principalement réalisées sur ces années-là autour du café, ont montré que les minéraux présents dans l'eau jouent un rôle comme d'aimant par rapport aux saveurs extraites dans le café. C'est-à-dire que toute proportion gardée, bien sûr, puisque la matière première reste le grain de café avec les saveurs qu'il va pouvoir contenir potentiellement. Mais chaque minéral, donc on peut lister tout ce qu'il peut y avoir dans nos eaux, du calcium, du magnésium, du sodium, du fer, voilà, peu importe. Chacun de ces minéraux va accrocher des saveurs bien particulières lors de l'extraction. Donc en fait, quels minéraux j'ai dans mon eau va définir quelle saveur je vais pouvoir accrocher et extraire dans mon café ou dans mon thé. Et quelle quantité de ces minéraux-là j'ai dans mon eau va définir avec quelle force je vais accrocher ces saveurs-là. Donc, en sachant ça, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on peut plus seulement parler de quantité minérale totale pour définir une eau parfaite pour le café ou le thé, puisque donner un chiffre comme 110 ppm, 120 ppm, qui est une quantité totale de minéraux sans savoir lesquels sont à l'intérieur, on pourrait prendre des milliers d'eaux différentes avec le même niveau de minéralité totale. Elles auraient toutes chacune à l'intérieur une composition minérale différente et donc nous amènerait à un résultat thé ou café différent. Donc le fait de dire aujourd'hui 110 ou 120 ppm ou 150 ou 100, ça veut pas dire grand-chose puisqu'il faut s'intéresser à quels minéraux on a à l'intérieur. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, après on va faire des parallèles avec le sourcing, mais comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que dans le café, dans le thé ou dans le vin, c'est un petit peu la même chose. Quel est le meilleur café, le meilleur thé? C'est celui qu'on préfère. Donc voilà, il y a de la subjectivité là-dedans. Et quelle eau est l'eau parfaite pour l'extraction de tel ou tel café ou tel thé, c'est pareil. C'est quelle extraction va nous convenir le mieux, même s'il y a des tendances générales par rapport à un profil de thé ou de café. Et ensuite, pour que tout le monde parle de la même chose, on a des minimums et maximums qui sont définis par la SCA au niveau des dureté carbonate, dureté totale. Et aujourd'hui, la tendance fait que effectivement, on avait déjà ces informations pour le café, ou sur un espresso, on va aller plutôt, bien sûr, on est toujours dans la recommandation, mais on va pouvoir aller plus haut en minéralité pour extraire avec plus de force certains fruités, sucrés, etc. Parce qu'il va être plus difficile de les mettre en valeur sur un espresso, dans lequel les acides gras et l'extraction forte sous pression va faire ressortir plus fortement les arômes. Donc le sucré et le fruité vont avoir du mal à s'exprimer. Donc on va monter en minéralité pour les faire ressortir. À l'inverse, café filtre. Ici, on était sur, on parle de 1 pour 15 sur du thé. Nous, sur notre stand, on avait des partenaires avec du café filtre qui faisait du 1 pour 16. Donc voilà, on est dans des recettes vraiment similaires. Par contre, là, on va descendre en minéralité. Et pour du café filtre, on va descendre. Certains descendent jusqu'à 40 ppm pour avoir une idée de minéralité générale. Donc des minéralités beaucoup plus faibles, ce qui est très similaire avec le thé, puisque là, il est plus facile pour certains arômes de se manifester. Donc en fait, le sucré, le fruité, la réduction de l'amertume, on va avoir besoin de les utiliser de manière moindre. Et donc, on va pouvoir baisser la minéralité pour garder quelque chose qui sera pas surextrait, puisqu'on veut pas ça non plus,
dans quelque chose d'extrait de manière correcte où chacun de ces arômes peut s'exprimer. Super. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations sur l'eau et toute son importance. Du coup, je vais venir vers toi alors pour te demander, selon toi, comment créer une expérience sensorielle unique pour le consommateur avec le café et le thé dans un coffee shop? Les deux ensemble? Les deux ensemble ou l'un après l'autre, parce qu'on voit en fait l'importance d'une expérience sensorielle pour le café. Quel café je vais préparer? Quel thé? Est-ce qu'il faut une connaissance thé? Qu'est-ce que toi tu recommandes? Comment tu vois ça? T'as fait plein d'établissements et je suis sûre que de plus en plus déjà il y a une demande pour créer une expérience unique. Donc qu'est-ce qu'on appelle déjà expérience unique, une expérience sensorielle? Est-ce que tu le mettrais en place, par exemple, avec des tasses différentes, des tasses en grès, des tasses en porcelaine? Est-ce que tu pourrais faire une dégustation? Nous, aujourd'hui, en fait, on a fait aussi une expérience sensorielle. Donc, à notre échelle, on a pris 2 gobelets en carton, mais on a comparé 2 produits, le café et son process qui va être floral, donc un process lavé, son côté floral, et le thé, donc ce thé du Japon, ce côté léger, en même temps, ce petit pims avec le gingembre. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ces expériences clients et comment on pourrait emmener ça dans un coffee shop? Maintenant qu'on arrive un peu à une période de la maturité des coffee shops, il faut qu'on arrive à chaque coffee shop, trouver son identité, mettre en avant sa propre identité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette ère. Avant, on avait un peu le modèle du coffee shop, soit style nordique, soit un peu industriel, soit très design. Maintenant, on a vraiment une multitude de nouvelles ambiances, nouvelles atmosphères, souvent d'ailleurs issues de pays d'origine. Donc on peut trouver des coffee shops colombiens avec des méthodes d'extraction à la colombienne et puis les pâtisseries qui vont avec. On peut avoir, et il y a une grosse tendance sur les coffee shops d'inspiration asiatique, avec les méthodes d'extraction asiatique et évidemment, du coup, là le lien avec le thé, avec l'introduction des thés de spécialité. Et en effet, la manière de parler de ces thés avec la transparence nécessaire, quel producteur vient ce thé, pourquoi ce thé est différent, est-ce qu'il a été issu d'un concours, tout autant d'informations qu'aujourd'hui, ça nous semble logique d'aborder pour le café. Donc, tout ce qu'on attendait du café jusqu'à aujourd'hui dans son histoire, dans son storytelling, dans un coffee shop, on commence à l'avoir aussi avec le thé. On l'amène sur la table. Alors évidemment, comment ne pas parler de la tendance du matcha, qui du coup est assez rigolote parce que jusque-là, dans les coffee shops, la méthode de reine était l'espresso ou ses variantes latte. Et le slow coffee est arrivé dans un mode un peu plus cérémonial. On va goûter un même café dans une carafe. On va pouvoir tous goûter ce même café, comme là aujourd'hui, comme on peut le faire avec le thé. Et là, il y a vraiment dans beaucoup de coffee shops aujourd'hui ce terme qui est arrivé de cérémonial matcha, qui emmène peut-être le thé encore plus fort dans le coffee shop à travers une extraction non filtrée, avec sûrement un ratio eau-thé plus important avec plus de thé, vu que c'est pas filtré, j'imagine. C'est surtout qu'on mange la feuille. Exactement. Alors que c'est plus une infusion, contrairement aux autres thés. Voilà, donc, et on va pouvoir y ajouter émulsionne cette feuille en poudre, soit dans l'eau, soit dans un lait végétal ou lait animal. Ouais. Donc c'est intéressant de voir comment ce produit qui du coup commence à être encore plus proche de ce qu'on a dans le coffee shop classique, donc le cappuccino, le macchiato, etc. Là, on lui met son cousin thé. Donc ça, c'est très intéressant. Après, évidemment, en dehors de l'empreinte qu'on a envie de donner à son café, on peut aller encore plus loin dans des immersions avec des pairings. C'est hyper intéressant de voir que les grandes tables s'y mettent aussi, avec les tendances du moins d'alcool, des boissons plus santé, de pouvoir aussi avoir vraiment de vrais beaux accords entre des thés extraits à chaud ou froid avec des pâtisseries, mais aussi même du salé. Cette tendance café suit et pourquoi pas avoir ce genre d'expérience dans les coffee shops, parce que c'est vraiment les endroits où on a toutes les machines, toutes les installations pour l'eau et toutes les connaissances sur les produits. Et ça, je pense que c'est des expériences qu'on commence à voir arriver avec le style omakase. Donc vraiment, on a aussi des concours dans le café, comme dans le thé, pour les thés à l'origine dans la manière de produire, mais on en a aussi pour les techniques d'extraction. Et c'est vrai que de présenter des cafés devant des juges, c'est tout un travail d'entraînement. Et aujourd'hui, les baristas ont envie d'offrir cette expérience aux clients. Et donc d'emmener dans une expérience immersive le client comme si c'était des juges, avec peut-être un peu moins de pression, mais avec tout autant d'amour pour les produits. Exactement, oui, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup d'accords, donc café, mets,
thé aimé, que ce soit en coffee shop ou là j'ai comme idée Anne-Sophie Pic qui fait un agneau accompagné d'un verre à vin dans lequel est servi un café du Pérou par exemple. Donc on voit aussi que le café s'invite dans les grandes tables. Donc on parle de coffee shop, mais il y a aussi un travail des chefs qui est fait donc pour leur sélection de café et pour aussi les sélections de thé, parce qu'on finit aussi notre repas. C'est classique, hein, vous l'entendez partout, hein. Mais la dernière note, c'est soit un café, soit un thé, donc il faut qu'il soit bien sélectionné. Et c'est aussi l'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une démarche, c'est beaucoup de choses, le café, le thé, c'est du sourcing, c'est un process, c'est un profil aromatique, et ensuite c'est une extraction, une utilisation, et c'est un monde qui est très riche. Et donc et d'ailleurs, si je peux juste ajouter, bien sûr, j'ai rencontré Lydia il y a quelques mois au CIRA, donc le salon de la gastronomie, parce que je lui présentais les feuilles de caféier. Qui sont un coproduit du café, donc l'arbre est un fruit sur un arbuste qui a un caféier, qui a des feuilles. Son activité principale à ce caféier, c'est de produire les cerises, mais on peut aussi récolter les feuilles à un certain moment. Et en fait, le café s'inspire beaucoup des méthodes, des process du thé pour pouvoir offrir des super boissons après, mais pas que, l'utiliser aussi en gastronomie. Et j'étais hyper contente d'avoir tes retours d'ailleurs sur ce qu'est ce nouveau produit, donc en mode encore un peu expérimental. J'ai une dernière question pour toi, Lydia, avant de passer aux questions communes où vous allez répondre tous les trois, et ensuite on passera aux questions si vous, dans le public, vous avez des questions. Je voulais te demander quelle méthode recommandes-tu donc au coffee shop ou par exemple dans la restauration pour bien préparer et mettre en valeur un thé? Qu'est-ce que toi tu préconises de faire à la French Press, de faire une infusion au cold brew? Qu'est-ce que toi tu préconises? Je dirais que ce qui est intéressant, aussi bien pour les coffee shops que les restaurants gastronomiques où on est très produit, c'est de effectivement maîtriser le produit déjà, le comprendre, et après de jouer sur ces différentes modalités de préparation. Notamment pour les accords thé et mets. On peut jouer sur la température de préparation, mais aussi de service par rapport à la chaleur du plat. On peut jouer en contraste ou au contraire aller en fusion. Enfin, il y a plein de modalités qu'on a cet écart, en tout cas de température, sur lequel on peut jouer encore plus que dans le vin. Et c'est très intéressant à utiliser. Après, au niveau des méthodes d'extraction, il y a donc je vous ai donné le dosage de 15 grammes pour 1 litre d'eau. Donc ça, que ça soit en cold brew, que ça soit à chaud, c'est une extraction, on va dire, à l'occidental. Et après, on peut aller plus loin si on veut. On a des rituels qui sont puisés de Chine ou du Japon, où on va faire du thé concentré. Et en fait, on va faire infuser plusieurs fois les mêmes feuilles avec des passages brefs d'eau sur ces mêmes feuilles. C'est ce qu'on appelle le gongfu-cha en Chine ou le sencha-do au Japon. Et là, c'est encore une autre manière de déguster le thé, puisqu'on a vraiment des shots de thé qui sont très concentrés. Et on a une évolution de la palette aromatique au fur et à mesure des infusions successives sur les mêmes feuilles. Ça, pour l'instant, je l'ai pas trop vu en Europe. Je l'ai beaucoup vu forcément en Chine, à Taïwan, au Japon. Et je trouve que c'est pas si compliqué que ça à maîtriser. Et c'est une autre modalité, c'est une autre manière aussi de jouer et de proposer une expérience à ses clients. C'est ce que j'allais dire. On est vraiment dans une expérience client en faisant ce genre de qui est vraiment sympathique, avec ou sans accord après avec la cuisine. Ok. Top, merci beaucoup. Donc pour tous les trois, quelle est la place du thé de qualité dans l'offre des coffee shops aujourd'hui, demain? On en a un petit peu répondu, mais qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Non, moi, le coffee shop en tant que, je dirais, cliente, parce que j'aime bien le café aussi. J'aime bien le matcha notamment, et c'est vrai que souvent les coffee shops le préparent bien. Je trouve qu'il y a encore le thé qui est un peu le parent pauvre. Alors je ne sais pas, je pense que ça représente un faible pourcentage de la clientèle. Les gens qui viennent dans un coffee shop viennent avant tout pour le café. Ça m'intéresserait d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a certaines personnes dans le public qui ont des coffee shops, d'avoir une idée du pourcentage de clients qui prend du thé. Est-ce que c'est 10%, 20%? J'ai aucune idée en fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est comme on va quand même dans un univers de café de spécialité. C'est vraiment important d'avoir le même soin sur le thé. Très bien, avec qualité de l'eau, merci. Avec la qualité de l'eau, la qualité de la préparation, parce que comme tu parlais du scoring sur le café, où on peut monter en scoring avec la préparation, pour le thé c'est pareil. On peut complètement dégrader le thé, ou au contraire monter en
en scoring et arriver à exacerber le potentiel aromatique du thé suivant la manière dont on le prépare. Il y a un phénomène qu'on voit beaucoup, nous, de notre vécu, puisqu'on se place un petit peu en extérieur à tout ça, mais en même temps, on reçoit des demandes qui sont très souvent significatives par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et aujourd'hui, avec toutes les tensions qui existent autour du marché du café, avec le prix, avec le sourcing, on a été confronté pour aider nos partenaires à un souci qui lie en fait le thème d'aujourd'hui, qui est sourcing, extraction, dégustation. En fait, au cœur de cette chaîne, il y avait un souci qui était, on a parlé des différentes qualités d'eau qui peuvent induire des différents profils d'extraction. Et en fait, aujourd'hui, quand on a un producteur de café qui est au centre de beaucoup de discussions, quand le moment vient de la rémunération ou du moins de la valorisation de son travail sur l'année, donc une fois ou 2 fois dans l'année, il y a des périodes comme ça où les importateurs, les sourceurs vont venir cuper le café, donc le goûter en territoire producteur. Et à ce moment-là, il y a certains producteurs qui nous ont dit que parfois ils avaient des soucis alors un sourceur va venir autour de la table, on va avoir 3 ou 4 cafés du même producteur. Ils vont faire ce qu'on appelle ce cupping, ils vont goûter les cafés et ensuite il va dire moi je vais vouloir importer, je vais choisir café A, café B. Ils vont l'importer en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, où on veut. Ensuite, ils vont l'extraire. Donc la deuxième partie, extraction, ensuite dégustation. Et là, en face de leurs clients, ils vont servir des tasses de café et ils vont dire il y a un truc que je retrouve pas. J'ai l'impression que j'ai cupé quelque chose chez le producteur que je retrouve pas dans ma tasse en boutique. Et des fois, on met ça sur le compte du côté émotionnel, c'est-à-dire que est-ce que la manière dont je l'ai vécu en pays producteur m'a fait émotionnellement ressentir des saveurs et des choses qui me l'ont fait vivre d'une manière différente. Et en fait, il y a des raisons très techniques à ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait non, l'eau qui n'est pas la même côté sourcing chez le producteur pour ce moment du cupping, si on ne parle pas de la même eau côté extraction dégustation, on va avoir des résultats différents. Et ça vient de plus en plus, notamment pour la raison que le développement du café de spécialité induit un virage un petit peu dans les coffee shops, de plus en plus vers du café filtre aussi. Donc on est parti d'une tendance qui était quasi exclusivement à l'espresso il y a quelques années. Aujourd'hui, on développe de plus en plus de cafés filtres puisque certains cafés de spécialité avec un score très haut, qui sont aussi des profils faits pour, mais s'expriment plus facilement sur du café filtre. Et ce qui est très intéressant dans notre cas, c'est qu'on a cette demande par rapport au thé également maintenant. Ouais. Ce qu'on n'avait pas il y a encore vraiment 2-3 ans dans un passé très récent. Et on commence à avoir cette demande par rapport à des, pas forcément producteurs, mais coffee shop qui nous demandent quelle est la meilleure eau pour le thé. Et donc quand on commence à avoir ces demandes-là, ça veut dire que de la même manière que de passer de l'espresso au café filtre, du café filtre, on va pouvoir augmenter un petit peu la consommation et initier des consommateurs au thé de spécialité de plus en plus. C'est ça, tout un travail de formation en amont. Merci beaucoup Antoine, Laure, Lydia. Je peux juste rajouter un mini truc. En fait, c'est ce que tu disais, le thé aromatisé, il y a des jolies fleurs, etc. Mais c'est surtout des ajouts d'arômes artificiels. Et ça, je pense que nous, dans le café, on peut vite comprendre qu'on a envie d'aller servir des jolis thés sans ajout, sans rien, avec de la traçabilité, parler pareil de producteurs, parler pareil de cérémonial autour de ça, de pouvoir redonner ces lettres de noblesse. Et ça, je pense que ça a vraiment tout son sens dans un coffee shop. Oui, et c'est pour ça que, je pense que les gens des coffee shops peuvent comprendre mes thés et comprendre ma démarche. D'ailleurs, notre baseline, c'est goûter, vous comprendrez. Parce que effectivement, il y a déjà plein de personnes ne pensent pas que le thé est aromatisé, qu'il y a 70% du marché qui est du thé aromatisé. Et je pense que quand on goûte, on n'a pas besoin d'être un expert en thé pour se rendre compte de la naturalité du produit. On a une physiologie qui est bien faite et on s'en rend compte même inconsciemment, je dirais. Et le nombre de fois où ça m'est arrivé, je travaille beaucoup dans l'hôtellerie-restauration de luxe, donc j'ai l'occasion de rencontrer pas mal des chefs à chaque fois qui me disent moi j'aime pas le thé, donc ils viennent pas aux dégustations, ils laissent la dégustation à la salle. Et je leur dis mais venez goûter au moins par curiosité. Et le nombre de fois ils me disent ah mais en fait je connaissais pas le thé parce que je pense qu'ils l'avaient pas conscientisé mais ils avaient goûté des thés aromatisés. C'est ça. Et ils ont l'habitude de déguster donc ils le rejettent spontanément mais sans savoir pourquoi. Voilà. Exactement. Et le coffee shop je pense c'est exactement la même chose. Et ben voilà, goûter, se former. Merci beaucoup. On a un peu dépassé l'heure en plus. C'était super intéressant. Merci énormément. On va quand même prendre le temps de faire 2-3 questions. Marie-Hélène Kennedy nous a dit OK. Messieurs m'ont dit OK aussi.
Donc, si vous avez une question, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à notre panel d'experts? Pas de questions, ils ont été hyper clairs alors. Non. Est-ce que vous avez appris des choses sur le thé et le café? Ah, il y a une question, ça y est. Bonjour, je parle pas très bien français, mais j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je parle. Oui. Et je viens d'en Chine, en fait. Surtout, je viens d'une ville qui produit beaucoup de thé et du café maintenant et qui s'appelle Pu'er. Est-ce que vous connaissez un peu le Pu'er thé? Ah oui, bien sûr. Je voudrais bien savoir comment vous en pensez le thé de Chine, surtout le thé de Pu'er, avec du café, comment en marché en Europe ou surtout en France, c'est comment les gens qui travaillent et comment ils en pensent le thé ou le café de Chine, du Yunnan. Voilà, merci beaucoup. Je commence avec le thé, du coup. Alors le Pu'er, effectivement, c'est pas encore très connu du public occidental, mais effectivement, il y a une similitude qui est intéressante, notamment sur les Pu'er choux par rapport au café. Et qu'on pourrait mettre en avant dans les coffee shops. Après, le Pu'er Chang, on est plus quand même dans l'univers du thé, mais il peut y avoir la notion de millésime. Il y a aussi tout ce travail qu'on a qui est très similaire au vin, en particulier sur le Pu'er, et qui pourrait être mis en avant dans les coffee shops et bien sûr sur les tables gastronomiques en France. Le Pu'er, c'est bien le thé qui est fermenté. Oui. Moi, j'en ai eu quelques fois dans ma vie et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ça a une texture, un corps très intéressant. Je sais pas s'il y a un cérémonial autour pour le déguster d'une manière spécifique, mais en tout cas, je sais que c'est un des thés les plus qui peut vieillir comme un vin, etc. Enfin, il y a des millésimes. Les grands crus, justement, on va les déguster au Gongfu-cha. Oui, exactement. Ok. Du coup, pour la partie café, c'est vrai que c'est très nouveau d'avoir des cafés de la région, donc du sud de la Chine, du Yunnan. J'ai l'impression quand même que 99% de la production reste vendue en Asie, étant donné que le marché asiatique, la demande du marché asiatique explose. La dernière fois que j'en ai eu, c'était cette semaine, parce qu'on avait fait une dégustation avec Noah Berger de café torréfié au Japon, pour comprendre les styles de torréfaction des Japonais. Et donc, c'est là que j'ai pu en déguster un. Je me souviens que c'était un Katimor qui était assez fermenté. Donc, je crois qu'il y a déjà pas mal de tendances fermentation dans le Yunnan. Aujourd'hui, avec ces nouvelles plantations de thé, parce qu'elles sont quand même assez récentes. Et j'ai pas eu plus d'expérience ou de connaissances par rapport à ça. Mais je pense que tout le monde est très curieux. C'est ça, en attendant. Curiosité, je pense qu'il y a tout à fait le café, il a sa place, donc café du Yunnan ou alors le Pu'er. C'est ça, si on parle d'expérience client, de dégustation, on pourrait le proposer dans un coffee shop parisien. Il faut juste rencontrer les bonnes personnes, avoir le système qui fait qu'on peut importer, donc peut-être via Belco aussi. Mais si c'est un bon café qui est bien fait, si c'est un bon thé qui est bien fait et que le barista il a envie de le mettre en avant dans son coffee shop, il a tout à fait sa place dans n'importe quel coffee shop ici en France ou en Europe. Merci à vous. Merci beaucoup Antoine, Laure et Lydia. Et merci au Collectif Café, à Marie-Hélène Kennedy et au Paris Coffee Show. C'est une super conférence. Et c'est une clôture du coup de ces conférences. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.